bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast consacré au biologiste Bruce Lipton et à son thème, la biologie des croyances. Il est considéré comme le père de l'épigénétique et il se fait le promoteur de la nouvelle biologie qui affirme que nous ne sommes pas prisonniers de notre hérédité et que d'autres facteurs tels que nos pensées et l'environnement ont une influence sur nos gènes, sur notre vie, la réalisation de nos rêves aussi ou encore sur notre santé. Tout n'est donc pas régi ou codifié par nos gènes. Mais voyons de quoi il s'agit plus précisément et comment on en est arrivé à cette découverte. C'est le mécanisme de l'épigénétique. Au début des années 2000, les chercheurs du projet Génome humain s'attendaient à trouver 150 000 gènes, soit autant que de protéines qui constituent notre corps humain. Et oh, surprise, ils n'en ont trouvé que 25 000 environ de ces gènes. Nous avons pas beaucoup plus de gènes qu'une souris ou que certaines plantes. Et 2 fois moins de gènes, par exemple, qu'un grain de riz qui a dû s'adapter au changement climatique, contrairement à l'homme qui pouvait se déplacer. Nous avons aussi 99% de gènes communs avec le singe, et cependant, que de différences. Une conclusion s'imposait, le facteur principal n'est pas le nombre de gènes, c'est qu'un même gène est capable de fabriquer non pas une, mais plusieurs protéines, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, et pour cela aussi, nos cellules se différenciaient et se spécialisent en une grande variété de tissus spécifiques et en organes. Même si nos cellules contiennent toutes le même ADN, le même stock de gènes, c'est bien l'épigénétique qui va les rendre différentes. Voyons maintenant en quoi consiste cette biologie des croyances de Bruce Lipton. Comme aime à le dire Bruce Lipton, contrairement à l'opinion classique, les gènes ne contrôlent pas leur propre activité. Ce sont plutôt les protéines effectrices de la membrane. Ces protéines fonctionnent en réaction aux signaux de l'environnement captés par les récepteurs de la membrane qui contrôlent la lecture des gènes, de sorte que les protéines épuisées peuvent aussi être remplacées et de nouvelles peuvent être créées. C'est la capacité d'interaction intelligente avec l'environnement en vue de provoquer un comportement qui fait de la membrane le véritable cerveau de la cellule. Et pour présenter un comportement intelligent, la cellule a besoin d'une membrane fonctionnant avec des protéines réceptrices, c'est la conscience, et des protéines effectrices, c'est l'action. Ce complexe de protéines constitue l'unité fondamentale de l'intelligence cellulaire et la membrane est comme un cristal liquide semi-conducteur contenant des portes et des canaux. En lien étroit avec le système limbique, soit l'ensemble de la structure corticale et sous-corticale impliquée dans la mémoire et l'apprentissage, les émotions et le comportement, en lien aussi avec le cortex préfrontal, cette partie du cerveau antérieur qui semblerait être le siège de l'activité mentale, donc de la conscience. Grâce à sa capacité d'autoréflexion, le conscient est extrêmement puissant. Nous pouvons choisir consciemment notre manière de réagir à la plupart des signaux de l'environnement, ou d'y répondre ou pas. D'ailleurs, la capacité consciente d'outrepasser les automatismes du subconscient constitue le fondement même du libre arbitre, de notre capacité à nous adapter, mais aussi le fondement de nos croyances limitatives. L'effet placebo est l'effet positif de nos croyances. L'effet nocebo en sera l'effet négatif
de nos croyances. Nos croyances positives et négatives affectent non seulement notre santé, mais aussi les autres aspects de notre vie. Or, justement, constate Bruce Lipton, il s'avère que 70% de nos pensées sont négatives et répétitives. C'est comme si on ingérait près des 3/4 de poison pour 1/4 de guérison. En résumé, si vous désirez maîtriser votre santé, nous dit le biologiste, la première chose à faire est de contrôler vos pensées. Et si vous le faites, vous aurez le contrôle de votre vie. Il est important de comprendre, nous dit Bruce Lipton, que 95% de ce que nous pensons provient de notre inconscient. Mais attardons-nous d'abord à la partie consciente de notre cerveau. Eh bien, le conscient est notre identité personnelle, qui nous sommes, notre partie créative. Notre conscient est donc comme un ange à l'intérieur de notre tête. Mais le problème, c'est que nous créons notre vie de manière consciente, donc à partir de nos souhaits et de nos désirs, seulement 5% de notre journée. Si notre esprit et notre conscience ne contrôlent que 5% de notre vie, c'est que pendant 95% de notre journée, notre conscience se questionne constamment sur ce que nous allons faire. Un constat s'impose donc. Ce que les décrocheurs de la pensée positive n'ont pas compris, nous dit Bruce Lipton, c'est que même si les subdivisions de l'esprit, le conscient et l'inconscient, semblent séparées, elles sont interdépendantes. La conscience est le créatif, celui qui peut créer les pensées positives. En revanche, l'inconscient est un archivage d'actions-réactions mémorisées, archivage hérité de l'instinct et de l'expérience acquise. Sur le plan des capacités neurologiques, l'inconscient est des millions de fois plus puissant que le conscient. Si la volonté du conscient entre en conflit avec la programmation inconsciente, laquelle des deux l'emportera à votre vie? Vous aurez beau vous répéter sans cesse l'affirmation positive que vous êtes digne d'être aimé ou que votre tumeur cancéreuse se résorbera. Si dans l'enfance, on vous a constamment répété que vous étiez nul et maladif, ce message programmé dans votre inconscient minera tous vos efforts en vue de changer. Il faut donc examiner plus à fond ce lien entre le conscient et le subconscient, car ce lien est déterminant. Même si j'ai décrit le grand pouvoir du subconscient, nous dit Bruce Lipton, je voudrais aussi souligner qu'il n'est pas nécessaire de le considérer comme une sombre et superpuissance banque freudienne de connaissances destructives. En réalité, le subconscient est une banque de stockage de programmes totalement indifférents, une banque qui sert uniquement au décodage des signaux de l'environnement et à l'activation des programmes de comportement assimilés, sans émettre ni question ni jugement. Le subconscient est un disque dur programmable où sont téléchargées nos expériences de vie. Et c'est très important à comprendre. Les deux consciences coopèrent aussi dans l'acquisition de comportements très complexes susceptibles par la suite d'être activés de manière inconsciente. Le conscient peut, en outre, prévoir et se souvenir, alors que le subconscient fonctionne toujours au présent.
pendant que le conscient est occupé à rêvasser, à planifier l'avenir ou à songer aux expériences passées, le subconscient est au poste, gérant efficacement les comportements voulus dans l'instant sans nécessité de supervision consciente. Ce qui nous empêche de parvenir à nos rêves, ce sont en réalité les limites programmées dans notre subconscient et celles induites par nos convictions intimes. Ce sont des limites, et ces limites n'influent pas seulement sur notre comportement, elles jouent également un rôle primordial dans notre physiologie et dans notre santé. C'est votre vie qui n'est pas en harmonie, nous dit Bruce Lipton. Si vous modifiez votre façon de vivre et vos pensées, vous transformerez complètement votre état de santé, car c'est l'esprit qui contrôle tout cela. Une adaptation est donc nécessaire. Il est important d'empoigner et de revoir justement ces croyances limitatives, ressassées et ruminées. Je vous en donne ici quelques exemples qui sont loin évidemment d'être exhaustifs. Je ne suis pas assez bien, je dois plaire à tout le monde, je n'arrive pas à m'exprimer correctement. Je ne pardonne pas aux autres quand ils se sont comportés de manière incorrecte avec moi. Oh, je ne pleure pas parce que c'est un signe de faiblesse. Mon opinion n'est jamais prise en compte. Je dois satisfaire tout le monde. Je suis incapable de communiquer mes sentiments. Je dois avoir le contrôle sur toute chose. Oh, rendre les autres heureux. Je dois éviter le conflit à tout prix. On doit m'accepter comme je suis. Je ne suis pas assez bien dans ma vie ou dans mon travail. Je grossis quand je suis inactif ou inactive. Je ne crois pas que d'autres personnes puissent m'aider. Je ne veux pas être reconnu. Mon père, ma mère, ils n'ont pas de temps pour moi. Je ne supporte pas la critique. Les autres profitent toujours de moi. Je suis forcé de rester comme je suis. Je dois être parfait ou parfaite en toutes choses. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Les autres ne devraient pas critiquer mes erreurs. Je ne dois pas dépendre des autres, je dois dépendre que de moi. Il faut toujours payer ses erreurs. Parfois, je me sens stupide ou idiot. Ma mère ou mon père me rejettent toujours. Personne ne s'intéresse à moi. Les gens devraient se parler beaucoup plus gentiment entre eux, mais je dois aller plus vite parce que j'apprends trop lentement. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Je prends les choses trop au sérieux. La vie demande trop de moi. Je ne peux faire confiance à personne. Je suis incapable de prendre soin de ma mère ou de mon père. Je dois obéir aux figures d'autorité. Chacun ne pense qu'à soi. Toutes ces convictions sont des convictions limitatives qui peuvent, si les contrariétés augmentent ou si les dilemmes se renforcent, aboutir à la compensation symbolique, à ce mécanisme décrit par le docteur Thomas Lamotte, qui vient combler un manque de manière accidentelle, se brûler quand manque un contact chaleureux attendu, se fracturer le péroné gauche quand je n'ai pas su m'opposer à des amis. Le symbole orchestré avec une grande précision peut venir remplacer la réalité déplaisante et la compenser. La souffrance masquée demeure, seul l'aveu la soulage. Et la compensation symbolique vient de manière absurde, certes, rétablir l'équilibre dans notre vie. Elle peut être immédiate, accident ou allergie, différée à 6 mois, et s'il y a un rappel d'un événement traumatisant, ou survenir même des années après une expérience négative non résolue. Mais la bonne nouvelle, nous disait le docteur Thomas Lamotte, pour éviter ces désagréments, une solution existe. Il faut verbaliser la souffrance, les contrariétés ou les dilemmes, apprendre à les exprimer immédiatement, apprendre à les relativiser en les
recontextualiser, adopter des stratégies d'évitement de ce qui nous blesse ou nous fait mal, mais surtout pas faire l'autruche, refouler ou taire. Ça, c'est le plus mauvais choix, un choix dangereux qui peut faire des dégâts en se matérialisant justement sous forme symbolique. En réalité, nous sommes invités à revoir notre approche au quotidien. Ainsi, au cœur de la biologie des croyances, une chose importante est à comprendre. Vos croyances, nous dit Bruce Lipton, engendrent vos pensées. Vos pensées engendrent vos paroles. Vos paroles engendrent vos gestes engendrent vos habitudes engendrent vos valeurs, et vos valeurs engendrent votre destin. Nous sommes en réalité des êtres spirituels et c'est important de le comprendre, de comprendre que nous avons autant besoin d'amour que de nourriture. Et dans cette quête, tout est lié, car savez-vous fondamentalement que notre corps s'alimente en énergie en ingérant des protons? Et que ces protons, quand ils sont bien présents dans notre corps, vont alimenter notre cerveau, vont réduire les inflammations chroniques des tissus ou l'acidité des cellules, où ils jouent un rôle majeur comme anti-inflammatoire. Mais aussi, saviez-vous que les protons associés aux molécules de bicarbonate sont alors transformés et rejetés par les mitochondries en tant que dioxyde de carbone? Bien respirer et surtout bien expirer pourrait être plus important que nous ne l'avions imaginé. Tout sera en lien avec cette conscience universelle qui est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers. C'est un état vibratoire harmonieux qui unifie chez les humains le mental, l'émotionnel et l'instinctif en assimilant, en acceptant et en intégrant le rôle créateur incontournable qui est le nôtre. Nous créons, nous attirons et nous repoussons une grande partie de ce qui fait notre quotidien et de ce qui fait notre vie. Tout ce qui est autour de nous et tout ce que nous sommes en est l'expression. Toute chose existe en un instant. Et le but est la croissance, de grandir dans le sens que nous donnons à nos propres expériences. Nous sommes un corps physique, mais aussi un corps énergétique, mental et émotionnel. Grandir veut donc dire aussi quitter nos états vibratoires déplaisants et néfastes, et le vrai sens de la pureté est cette vibration d'amour, une vibration qui rend tout immense, beau et joyeux, une vibration qui est aussi une énergie de guérison, la seule énergie qui compte vraiment, qu'il importe de ressentir, celle qui justement supplante les peurs, les hontes, les culpabilités, celle qui apaise l'agitation, la frustration ou les soucis, celle qui nous accompagne sous forme d'ange gardien. C'est elle qui est la source de toute création, l'ancien Dieu. Tout y est, à tout moment, à tout instant, présent, passé et futur. Il faut donc ressentir cette connexion à la source avec empathie, confiance et demander les informations pour nous guider dans notre vie.